Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère qu'on a tous bien mangé. Du coup, je me présente, je m'appelle Komeza, Diana Komana, et nous sommes du coup le groupe du comité Ujama, un cercle panafricain se trouvant à l'ELB. Alors, nous remercions le CNTM pour l'invitation. J'ai été un stagiaire du CNTM. Lorsque j'étais au comité Ujama, l'année académique précédente, avec comme responsabilité de président. Et du coup, nous avons établi une campagne contre le système de la dette, plutôt une campagne de sensibilisation contre le système de la dette. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons collaboré avec le CNTM, qui nous a formés sur les questions du marché financier mondial, sur les questions des dettes. Et c'est comme ça que nous sommes tombés en partenariat avec eux. Et c'est ainsi que j'ai eu la possibilité de faire un stage avec eux. Et je suis vraiment honoré aujourd'hui d'être avec eux parce que c'est des camarades, mais c'est aussi des formateurs. Du coup, voilà, donc nous c'est le groupe du comité Ujama et aujourd'hui le titre c'est le panafricanisme face aux enjeux globaux. Et je vais passer du coup le micro à la présidente actuelle du comité Ujama qui est Joël et qui va présenter le reste de la soirée et spécifier un peu plus ce qu'est le panafricanisme, etc. Merci. Bonjour à tous. Alors, durant cette mini-conférence, nous allons vous présenter l'historique du panafricanisme et ses enjeux actuels. Donc, je vais débuter. Donc, la première manifestation officielle et historique du panafricanisme s'est déroulée vers le XVIIe siècle au Brésil. Et cela s'est fait en fait au niveau en fait il y a eu en fait des milliers d'esclaves qui se sont enfuis et qui se sont réunis pour fonder le grand territoire qui n'a jamais existé aujourd'hui, qui s'appelle le Quilombo dos Palmares. Et ils se sont établis pendant au moins plus ou moins 40 ans. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que suite à la répression portugaise, ce territoire a été détruit. Mais ce qu'on peut retenir jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça a été, on va dire, les prémices d'une libération prochaine. Ensuite, au XVIIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Somerset. Donc, James Somerset était à l'époque un esclave qui s'est enfui et qui est parti se réfugier en Angleterre. Et il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, en Angleterre, il y avait déjà l'abolition de l'esclavage qui a été faite, en tout cas de manière juridique. C'est pour ça en fait qu'il s'est enfui, qu'il a décidé de s'enfuir là-bas. Ensuite, le fait qu'il ait pu porter je vais recommencer. Donc, l'affaire Somerset en Angleterre a permis à des milliers de Noirs africains issus des différentes colonies britanniques de s'affranchir, puisque, comme je viens de le dire, James a permis en fait de porter l'affaire en justice en raison du fait que l'abolition de l'esclavage était déjà permis en Angleterre. Et le fait qu'il ait gagné justement cette victoire-là a permis en fait à de nombreux milliers de Noirs également de s'affranchir. Et au vu du nombre croissant de personnes noires affranchies en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre a décidé alors de créer un État, la Sierra Leone, où justement toutes ces personnes ont pu migrer là-bas. Et on a vu qu'il s'est passé exactement la même chose à peu près aux États-Unis. Donc à cette période-là, il y a eu en fait, je dirais, un mouvement de rapatriement des Noirs en Sierra Leone. Et c'est dans ce contexte en fait qu'a apparu l'indépendance en Haïti. Donc l'indépendance en Haïti a été dirigée par d'abord Toussaint Louverture, puis Dessalines. Et ce fut la première république noire libre.
Et en fait, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la terre d'Haïti est justement vue comme le premier peuple en fait, de libération des Noirs. Et on peut le voir également, en tout cas, ils se manifestent, ils se sont manifestés en aidant justement Simon Bolivar face dans le combat qu'il menait contre plutôt les colonies espagnoles de l'époque. Aux alentours du 19e siècle, maintenant on va parler de Webb Du Bois. Webb Du Bois était un intellectuel afro-américain qui est activiste, qui a été activiste. Vous pourriez parler dans le micro. Ah pardon. Vous entendez mieux en fait. Pardon. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Parce que c'est super intéressant. Ok. Donc je reprends ce que je disais. Donc aux alentours du 19e siècle, Webb Du Bois était un activiste et intellectuel afro-américain. Et en fait, c'est le premier à avoir théorisé officiellement le panafricanisme, puisqu'en fait, il partait du principe que seule une élite intellectuelle pouvait éduquer la masse populaire et donc pouvait mener à bien l'affranchissement des Noirs esclaves à l'époque. Et donc, si je peux donner des exemples qu'il a pu faire, c'est qu'il a participé à la création de beaucoup d'universités noires, telles que, pour vous donner un exemple, l'Académie nègre africaine. Et c'est également à cette même époque que le débat autour du concept du panafricanisme s'est cristallisé, puisqu'il y a eu deux formes en fait qui s'est subdivisées. Il y a eu les Noirs maintenant qui voulaient être intégrationnistes, donc qui cherchaient en fait à revendiquer leurs droits en Amérique et autres. Et puis il y avait les autres Noirs qui eux cherchaient à s'émanciper et donc à rentrer en Afrique. Et en fait, c'est vers la fin du XIXe siècle que l'esclavage a été, je dirais, officiellement aboli. Sauf que à cette même période, on est passé de la période d'esclavage à la colonisation. Et ça a été suite à la conférence de Berlin, comme on a pu le voir. En 1896, s'est déroulée la guerre de résistance de Ménélik II, qui était à l'époque l'empereur, on va dire, de l'Éthiopie, et qui a gagné contre l'Italie. Et en 1900, la première conférence panafricaine a été créée par Sylvester Williams, qui était un activiste, et il cherchait en fait à sensibiliser le monde sur les conditions de vie des Noirs, en tout cas au sein de l'Empire britannique. Et donc l'objectif justement était de rassembler les Africains, donc voilà, les Afro-Américains et les Noirs, sécuriser également les Africains dans leurs conditions de vie et les améliorer aussi. Ah, pardon. Et durant la deuxième conférence, l'idée en cours était de créer justement une entreprise panatransatlantique pour coordonner la solidarité africaine. Et en 1912, mais tout ça s'est arrêté justement à l'avènement de la Première Guerre mondiale. Et puis des années plus tard est venu Marcus Garvey, donc c'était un Jamaïcain qui lui, en fait, un activiste jamaïcain qui lui voyait le panafricanisme plutôt comme étant une mobilisation de la masse populaire et le renforcement de la solidarité raciale. Donc il était en opposition avec Webb Du Bois qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui en fait pensait que seule une élite de cadres intellectuels pouvait justement amener la masse populaire à se révolter. Et donc, si on peut, ce qu'on peut retenir en fait du panafricanisme, c'est qu'il y a eu plusieurs formes, certes, de mouvement, mais ça reste en fait un mouvement de lutte, d'action, avant de s'être théorisé idéologiquement. Voilà.
d'abord, je remercie à tous qui sont venus ici pour cette conférence que nous allons présenter. Comme l'a expliqué la présidente sur l'historicité du panafricanisme, du début jusqu'à ce jour. Moi, je vais ici aborder des questions qui me semblent un peu importantes pour notre situation actuelle. Ma question sont l'idée, c'est de savoir le panafricanisme et l'échec de l'unité panafricaine. Pourquoi aujourd'hui, malgré que l'historicité, comme elle a énuméré, les panafricanismes n'arrivent pas toujours à s'imposer dans la conscience collective et surtout les rester, je dirais, politique au lieu d'être de manière significative. Et la deuxième question que je vais aborder, c'est de savoir comment les interactions internationales ou comment les interactions extérieures ont aussi influencé l'échec du panafricanisme. Comme elle a élaboré, je ne vais pas vous remplir avec les dates. J'ai préféré me limiter de l'an 45 à aujourd'hui, de savoir comment on peut y réfléchir ensemble. Donc, les congrès les plus connus, en tout cas fondé le panafricanisme actuel, c'est en 1945, à Manchester, en Angleterre, lorsque Dr Dubois et comme Nkrumah et les autres se sont regroupés en Angleterre pour réfléchir sur l'avenir des peuples noirs. Parce que cette conférence était d'abord le but, c'est de savoir quelle est la place des Noirs d'après-guerre. Parce que si vous vous rappellerez, en 1943, il y a eu la conférence de Yalta, où on a vu l'Amérique, la France, plutôt l'URSS, ils se sont rencontrés en Iran pour réfléchir sur la question, ce qu'adviendrait le système mondial. C'est ainsi que les intellectuels noirs, afro-américains, les Africains aussi, ils sont réfléchis qu'il faudrait aussi nous imposer aussi de réfléchir. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu ce projet de panafricanisme pour mettre les peuples noirs au cœur des débats internationaux. Hélas, nous avons l'intention, en tout cas aujourd'hui, la plupart des Africains pensent que les panafricains c'est un échec. Donc nous allons essayer de savoir pourquoi. Et donc comme j'ai dit que je vais me limiter à des périodes très courtes, donc j'ai commencé d'abord par les indépendances. Pourquoi l'échec du panafricanisme est avéré peut être expliqué par les indépendances. Je pense qu'il serait mieux d'abord de redéfinir le système dans lequel nous vivons. Parce qu'on nous a menti, et nous nous mentons nous-mêmes Africains, en tout cas même les Afro-Américains qui sont en Amérique latine, on nous a dit que vous êtes indépendants. En réalité, nous ne sommes pas indépendants. Et ça, c'est le premier échec du panafricanisme. Parce que nous avons l'illusion d'être indépendants, mais nous ne le sommes pas. On nous a dit que vous voulez sur les papiers, mais on voit en réalité que nous ne prenons pas les décisions sur nous-mêmes. Et donc, le fait que les indépendances dans les années 60 n'ont pas été acquises de manière qu'il fallait, dans une position de force, ça apporte un coup sur le panafricanisme. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes arrivés dans les années 60 avec les indépendances, les Africains sont divisés en deux groupes. Vous avez le premier groupe qu'on appelle le groupe de Casablanca, qui regroupait principalement 4 présidents, dont je citerai rapidement. Il y avait Kwame Nkrumah, il y avait aussi Sa Majesté Mohamed V du Maroc, il y avait Sékou Touré, il y avait aussi Lumumba du Congo. Ça, c'était le premier groupe. Vous avez le deuxième groupe qui était les groupes qu'on appelle souvent de Moravia ou le groupe de Brazzaville, qui était constitué de présidents comme Félix Houphouët de la Côte d'Ivoire, Senghor et les autres. Donc ces deux groupes étaient en tout cas divisés idéologiquement. Pourquoi? Parce que le premier groupe, celui de Casablanca, voulait une Afrique panafricaine sans frontières coloniales. C'est-à-dire qu'on allait abolir les structures coloniales qui étaient mises en place par la colonisation pour élaborer un gouvernement panafricain qui gérerait les situations ou les affaires africaines en commun. Tandis que le deuxième groupe, qui était des Morovia ou des groupes de Brazzaville, eux voulaient maintenir les pays, c'est-à-dire les frontières coloniales, tout en consolidant, tout en se solidarisant les uns les autres pour évoluer.
ces divisions ou ces divergences a donné l'occasion à des puissances extérieures de les influencer. Pourquoi? Parce que nous sommes ici à une période que nous connaissons tous ici, la guerre froide. À cette époque de la guerre froide, qu'est-ce qui se passe? Nous avions les deux grands pays. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas indépendants. Parce que les indépendances ont été octroyées par la force de l'URSS et la force des États-Unis qui ont mis la pression sur les pays colonisateurs pour décoloniser les pays. Alors que ces deux grandes puissances n'avaient pas l'intention en réalité de libérer l'Afrique, mais d'acquérir les zones d'influence pour les idéologies. C'est ainsi que lorsque les deux groupes se sont divisés en deux camps, nous avons cette fois-ci l'URSS qui cherchait à influencer son système ou son idéologie en Afrique, en passant par le marxisme incarné à ce moment-là par Kwame Nkrumah, en passant par Kusure, tout consort, tandis que les camps de ce qu'on appelle le capitalisme et aussi avaient leurs propres pions, leurs propres personnes à qui ils influençaient. Il y avait cette fois-ci Félix Faure de la Côte d'Ivoire qui incarnait ce qu'on appelle souvent de France-Afrique. Et donc c'est des mouvements ou c'est des camps qui s'est battu pour comment fédérer les Africains nous a conduit à l'échec du panafricanisme. Parce que nous ne sommes pas entendus. Et malheureusement, en 1963, c'est le groupe de Morovia qui va rapporter la guerre, qui va, je dirais, dans la guerre des idéologies. C'est les groupes de Morovia, c'est ceux qui voulaient maintenir les frontières coloniales pour fédérer les Africains. Donc ainsi qu'on est parti à Addis Abeba pour formaliser le 5 mai 1963 l'unité. À l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui qu'on appelle l'Union africaine. Donc, comment vous voulez voir dès le départ, en tout cas, l'unité panafricaine, politiquement parlant, incarnée par les leaders africains de l'époque, a porté un coup de main à l'échec du panafricanisme. Mais sauf que, si je dis que le panafricanisme n'a pas vraiment échoué, parce que pourquoi? Si les politiciens n'ont pas pu nous amener là où il fallait nous amener, la jeunesse africaine n'a jamais cessé de lutter. Parce que la guerre n'a jamais, disons, la domination n'a jamais terminé en Afrique. La question de la dette, par exemple, chaque fois on demande toujours de payer la dette, mais vous savez toujours qu'à chaque fois, vous avez la jeunesse africaine mondiale entre autres qui s'élève pour lutter. Ça veut dire que c'est ces mouvements, c'est les panafricanismes-là qui vibrent au cœur de chacun de nous pour continuer la lutte. Et donc, pour terminer sur le deuxième point, c'est sur les influences extérieures. D'abord, je vais déjà, en tout cas, évoquer rapidement. Donc, je vais essayer d'entrer en quelques points très importants qui me semble-t-il. C'est de savoir comment les influences extérieures, ici je parlerai surtout des 4 grandes puissances à l'époque, l'URSS, les États-Unis, ensuite je parlerai aussi de la France et de l'Angleterre. Je commencerai par la France. La France, sachant que n'allait plus pouvoir contrôler l'Afrique, elle va penser à une stratégie très très signée, celle de créer, de faire signer aux pays africains les conventions, les traités d'assistance militaire, d'assistance économique, de collaboration. Et donc, ces enjeux que la France va appuyer certains pays africains, ne va pas les faire de manière qu'il fallait de manière orthodoxe, non, il va les faire de manière, en tout cas, je me permets de dire les mots, de manière brutale, de manière comme si nous étions à l'époque coloniale. Tous les présidents africains qui ne vont pas collaborer avec la France seront éliminés les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous avons comptabilisé à peu près 22 présidents qui ont été assassinés par la France pour maintenir son système. Et c'est cette influence française dans les pays africains, en plaçant les individus à la tête de nos États, qui a amené, en tout cas, qui a affaibli les mouvements panafricains. Ensuite, les deuxièmes puissances que j'aimerais ici parler, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle, contrairement à la France, n'a pas tué les présidents qui s'opposaient à elle,
mais elle a essayé surtout de les utiliser, c'est-à-dire en infiltrant les cabinets présidentiels, en infiltrant les ministères, et surtout, mais là où l'Angleterre a bien joué, c'est sur les médias, sur l'école. Au lieu de venir influencer les politiciens, l'Angleterre va influencer la mentalité des populations, la jeunesse africaine, dans les pays anglophones, va donner beaucoup de bourses aux jeunes, surtout ghanéens, libériens, qui vont partir en Angleterre pour faire les études. Alors qu'en arrivant là-bas, ils seront formatés, il faut éduquer à l'idée d'avoir l'Angleterre comme un partenaire fiable par rapport à d'autres pays. Et beaucoup de pays africains sont tombés dans les panneaux, y compris même certains dans les pays francophones aussi. Et pour terminer avec j'ai déjà parlé, l'IRSS, pareil comme l'Angleterre, va aussi s'imposer aussi sur l'idée de l'école, c'est-à-dire l'assistance éducative. Mais là où l'IRSS avait un peu joué les rôles, c'était dans l'industrie. C'est-à-dire que là où les Anglais ou les Français venaient exploiter les ressources, l'IRSS avait la tendance de venir, en tout cas, appuyer quelques industries africaines. Et ça l'a attiré un peu de la sympathie de la plupart des pays africains en s'en rapprochant de l'IRSS. Alors qu'en réalité, l'IRSS ne cherchait pas à développer les Africains, mais à les exploiter comme tout l'Angleterre les exploitait aussi. L'Amérique, c'est pareil. dont je n'aimerais pas parler, mais parce que ma collègue va entrer en profondeur sur la stratégie américaine, pour comment l'Amérique a défini la situation pour dominer le monde. Donc j'aimerais la laisser la place à elle d'expliquer de manière approfondie. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, de mon côté, je vais vous expliquer comment le panafricanisme a été étouffé par les puissances coloniales. Comme vous savez, les puissances coloniales ont joué un rôle très important durant la période de la guerre froide, particulièrement la France, l'Angleterre, les États-Unis. On peut même parler d'autres pays d'Europe, tels que la Belgique ou autres. Je vais parler d'un exemple concret que je trouve important de dénoncer et dont mon collègue a pu énoncer aussi, c'est Sékou Touré. Pour faire un bref résumé par rapport à Sékou Touré, il est important de savoir qu'il est rentré en politique depuis les années 1947. En formant carrément un des mouvements syndicalistes très révolutionnaires à l'époque en Guinée-Conakry. Il faut savoir aussi qu'à cette période-là, en 1958, voyant que l'Afrique commençait à exploser avec cette volonté en fait, de devenir indépendant, que ce soit avec d'autres conférences qu'il y avait eu lieu, la France s'est décidée en fait, de créer une grande, une réforme constitutionnelle qui a permis en fait, la création des communautés françaises. Et ces communautés françaises, ça permettait tout simplement à la France de devenir non seulement une puissance mondiale, mais également une extra-puissance mondiale, puisque la France aurait eu des territoires outre son territoire originel, que ce soit aux Caraïbes, en Amérique, voire même en Afrique. Ce référendum a donc été donné à la Guinée-Conakry qui était dirigée en ce moment même par le révolutionnaire Sékou Touré, et Sékou Touré a tout simplement refusé en fait ce référendum, disant tout simplement qu'il voulait son indépendance, d'où le fait qu'officiellement, je cherche la date afin d'être plus précise, le 2 octobre 1958, la Guinée-Conakry est devenue le premier pays dit d'Afrique francophone à avoir obtenu son indépendance. Il est important de constater le fait que Sékou Touré est un révolutionnaire. Donc il faisait partie, on peut dire, d'une branche qui était très connue en Afrique, telle que Patrice Emery Lumumba ou autres, d'hommes politiques. Il y avait également des femmes, bien sûr, mais on va parler particulièrement d'un homme, d'hommes politiques qui ont voulu cette volonté en fait d'évoluer, de vivre en dehors en fait de la métropole. À l'époque, c'était la France, à l'époque, c'était aussi la Belgique par rapport au Congo, et dans ce cas-ci, c'était par rapport à la France. Et il faut comprendre qu'il y avait cette idéologie qui était très connue, qui était donc la puissance coloniale européenne. L'Europe était plus forte que l'Afrique. Les Africains étaient des peuples barbares ou autres. Et c'était impensable à l'époque de savoir qu'un homme noir, un homme qui n'avait pas fait de grandes études, parce qu'il est important aussi de noter que le président africain, Sékou Touré, certes avait fait des études, mais n'avait pas terminé ses études secondaires, par exemple, s'était confronté face à la France en disant non, nous voulons la liberté. Et la France avait bien sûr très mal pris. D'où le fait qu'il y a eu des mécanismes qui ont été employés. Il est aussi important de noter le fait, enfin plutôt d'énoncer le fait que Sékou Touré était quand même un homme panafricain. Parce que comme c'était la période indépendantiste, naturellement, tous les pays africains voulaient se reformer. D'où avec Kwame Nkrumah qui voulait créer les États-Unis d'Afrique.
bien qu'il y avait aussi autre forme d'idéologie par rapport à cela. Sékou Touré a donc mis plusieurs mécanismes pour amener à cette indépendance. Il a par exemple soutenu des pays, d'autres pays africains qui demandaient leur indépendance. Il a toujours été, on va dire, derrière chaque pays africain qui ont tout simplement voulu leur liberté. La France, voyant bien sûr d'un mal-être le fait que sa puissance coloniale commençait petit à petit à diminuer, a commencé à entreprendre des mécanismes tels que la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA est une chose du franc guinéen. Veuillez m'excuser, c'est non le franc CFA, c'est le franc guinéen. Il est important de noter que Sékou Touré, à l'époque, voulant complètement se détacher de la France, a voulu créer sa propre monnaie, donc le franc guinéen. La France, dirigée par Charles de Gaulle, a décidé tout simplement de contrer en fait l'évolution vers l'évolution, on va dire clairement vers une liberté de la Guinée-Conakry en créant une fausse monnaie. Et je ne suis malheureusement pas experte en économiste, mais tout le monde sait que si on crée une fausse monnaie et on la rabâche avec la monnaie nationale, tout le monde sait ce qui se passe, que ce soit une crise économique ou autre. Ce qui a permis en fait la grosse dévaluation du franc guinéen. Ce sont des mécanismes qui ont été entrepris par plusieurs puissances coloniales. Et les mécanismes qui ont permis cela, ces mécanismes ont été plutôt entrepris par les puissances coloniales, ont permis non seulement en fait de donner cette, je dirais, ce préjugé voilà, envers les pays africains et particulièrement envers la population qui malheureusement la plupart du temps n'était pas, on va dire, intellectuelle, entre guillemets, elle n'avait donc pas de connaissances universitaires tout naturellement étant donné que cette population a été maltraitée depuis lors, mais également on n'a pas eu cette opportunité de voir le bon côté du panafricanisme. Parce que la façon dont les puissances occidentales à l'époque appliquaient des mécanismes pour contrer la liberté d'autres puissances, pour contrer plutôt la liberté d'autres pays africains, permettait en fait de rabâcher ce préjugé de dire que vous ne pouvez pas être indépendant sans nous. Et malheureusement, ça a persisté pendant un certain temps. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le personnage de Sékou Touré est un personnage extrêmement controversé même en Guinée-Conakry. Beaucoup de Guinéens considèrent que Sékou Touré comme étant le mal-être du pays. Alors qu'en réalité, ce mal-être n'était en réalité causé par les puissances externes de la France principalement. Maintenant, je vais évoquer le rapport Kissinger. Je suppose que vous connaissez le secrétaire d'État qui est mort récemment même, Henry Kissinger, qui a écrit un rapport qui est extrêmement intéressant à lire et à exploiter. Le rapport a été publié en 1974. À cette époque-là, Henry Kissinger était en réalité le secrétaire général, autrement dit, on peut dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis sous le gouvernement républicain de Nixon. Et il faut savoir que dans son rapport, il est énuméré les plans que les États-Unis, les États-Unis devaient suivre afin de devenir non seulement la plus grande puissance mondiale, mais de contrôler les pays du tiers-monde. Et naturellement, quand on dit pays du tiers-monde, on considère souvent les pays du Sud, d'où l'Afrique particulièrement. Dans ce rapport, Henry Kissinger disait qu'il devait avoir une exploitation sauvage des ressources naturelles, qu'il devait avoir un contrôle absolu sur les ressources naturelles des pays et particulièrement de la pensée des pays africains et particulièrement, je vais être plus précise, de la mentalité en fait, des populations africaines. Étant donné que ces populations, comme je l'ai dit récemment, et ce n'est bien sûr pas de leur faute, mais avaient du mal, on va dire, à avoir une réelle pensée politique, étant donné qu'il y avait malheureusement beaucoup de désinformations qui étaient transmises en fait par les puissances externes, particulièrement les puissances coloniales. Et ce qui a permis, en fait, le rapport Kissinger est un rapport qui persiste jusqu'à ce jour. Ce rapport, en réalité, on va dire, est le programme et la ligne de contrôle que les États-Unis entretiennent afin de considérer les autres pays sur le contrôle. Clairement, en d'autres termes, les États-Unis sont toujours le grand maître du monde, les Big Brothers, tandis que les autres pays du monde sont, on va dire, ses petits-enfants, ils sont obligés de les suivre. Et ce rapport, si on le lit bien, on voit clairement cette volonté des États-Unis d'être impérial, d'être hégémonique, de dire que nous sommes les tout-puissants, alors que les autres pays, ce n'est pas la même chose. On peut également émettre que ce rapport a été facilement, très fortement influencé par la politique coloniale étrangère qu'exprimait la France, étant donné que la France a entretenu en fait des rapports très anxiogènes avec les pays africains, que ce soit comme Kissinger l'a énoncé, avec les morts de plusieurs révolutionnaires africains, que ce soit par rapport aux coups d'État qui ont été faits, que ce soit par rapport aux assassinats d'hommes politiques, que ce soit par rapport aux déstabilisations économiques, ce sont en fait des ingérences étrangères qui se sont clairement implantées dans les pays africains. D'où le fait qu'à ce jour même, on peut se demander si le panafricanisme est en réalité mort. Alors, de manière personnelle, je peux naturellement dire non, le panafricanisme n'est pas mort. En réalité, le panafricanisme
est un courant politique, voire même, on va dire, une manifestation d'une pensée politique extrêmement riche. Le panafricanisme, si on voit dans l'histoire africaine, a toujours existé en réalité. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le panafricanisme est obligé de survivre à différentes périodes d'époque. Le panafricanisme, lors de la guerre froide, on peut constater que c'était quand même un courant politique extrêmement sévère, extrêmement fort. Les puissances externes, d'où l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, sont parvenus en fait à rabâcher le panafricanisme en simplement une pensée politique entre petits noirs qui veulent simplement la liberté. Aujourd'hui, on peut constater que le panafricanisme a pris quand même une dimension extrêmement importante, avec ce qui s'est passé au Mali récemment avec Assimi Goïta qui a fait un coup d'État. Alors bien sûr, ne respectons pas bien sûr, les principes de la démocratie, le vote électoral ou autre, etc. Cependant, on peut constater qu'il y a ce désir en fait de liberté, qu'il y a ce désir en fait de s'affranchir des chaînes du néocolonialisme. On peut aussi parler aujourd'hui avec le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, qui prend aujourd'hui cette indépendance par rapport à tout, bien qu'il peut avoir quelques ingérences ou autres qui, bien sûr, pas d'accord, qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Toutefois, on peut constater qu'il y a quand même cette volonté politique et ce programme qui commence non seulement à se manifester de plus en plus, de vouloir, comme je le répète à nouveau, de s'affranchir en fait des chaînes du néocolonialisme, particulièrement de l'impérialisme dit occidental, particulièrement européen, que ce soit de la France, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique plutôt, de l'Angleterre plutôt. Maintenant, je pourrais terminer ce point en disant tout simplement que, comme je répète à nouveau, le panafricanisme n'est pas mort, d'où le fait qu'il y ait le comité de Ujamaa aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'au sein de la jeunesse afrodescendante, il y a cette réelle volonté en fait de vouloir exprimer sa volonté, d'exprimer en fait le fait que chaque peuple mérite d'être libre, qu'il n'y a pas un peuple plus grand que l'autre, et qu'il y a surtout cette volonté de se dire que nous sommes, on va dire, en parallèle tous égaux, et que nous tous nous avons droit à la liberté, et qu'il est hors de question qu'un pays ou que ce soit un continent, n'importe lequel, décide d'être hégémonique ou impérial envers nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour nous accueillir ici. Pour conclure ce rappel historique du panafricanisme, moi je voudrais souligner une dimension particulière qui est plutôt liée à nos élites. C'est comment l'unité africaine a été sabotée en grande partie par l'avènement du néolibéralisme capitalistique moderne qu'on connaît. En effet, une des choses sur lesquelles les anciennes puissances coloniales ont pu miser pour pouvoir justement terminer l'unité panafricaine, ce désir, cet idéal d'émancipation, c'est l'avidité des élites qui ont été mises en place après les indépendances. Et j'entends par là un exemple très simple, c'est le cas du franc CFA. C'est une monnaie qui était clairement mise en place pour pouvoir permettre à cette élite africaine désireuse de profiter justement du luxe occidental, des produits de luxe qui étaient justement conçus à partir de matières premières qui ne bénéficiaient pas aux populations. C'est comme ça que donc par cette avidité, cette envie de toujours plus, aussi une certaine honte de soi, une forme de colonisation mentale de nos élites qui nous a malheureusement causé beaucoup de défauts. Et c'est ainsi que, tel que vous connaissez, on s'est retrouvé dans ce piège qu'est l'endettement et qu'on continue encore aujourd'hui de payer. Ensuite, il y a aussi un autre élément qu'il faut mettre en évidence par rapport à ce qui a influencé la dynamique du panafricanisme, notamment à la fin de la guerre froide, c'est que, étant donné que le bloc Est était en train de perdre la main, les puissances occidentales ont évidemment, ou en tout cas c'est surtout nos élites qui se sont chargées de cette tâche, de dépolitiser les masses qui avaient été politisées lors de la marche vers les indépendances. En fait, comment ça s'est opéré, c'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît, mais qu'il faut parfois rappeler.
c'est tout simplement par ce qu'on appelle, il y a une expression, on appelle les intellectuels africains emprisonnés, malheureuse. C'est quelque chose qui était devenu une tradition dans la plupart des pays du continent. C'est-à-dire que les étudiants, les mouvements d'étudiants comme nous ici, étaient très 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 durement réprimés. Toute forme de conscience politique dans certains pays, je prends un exemple très simple, je pense vers la fin des années 80, je ne sais pas si c'est en 1979, au Congo, il y a eu, ou même dans plusieurs pays d'Afrique, des massacres dans les universités, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ainsi qu'on maintient une population sous contrôle de façon barbare et de l'empêcher d'exister. Et donc voilà comment, en fait, après la guerre froide, le panafricanisme nous a conduits sur ce chemin qu'on connaît actuellement, et avec des expressions très très minimes de cet idéal. Donc voilà, moi je souhaitais surtout souligner ce point-là, de comment l'avidité des élites les a conduits dans la complicité pour nous piéger dans l'endettement infini de cette mafia internationale qu'est le FMI, la Banque mondiale et toutes sortes d'organisations. Et aussi conclure encore une fois en rappelant que c'est la dépolitisation des masses qui a aussi permis de définitivement enterrer une sorte de résurrection de l'idéal panafricain dans cette génération post-indépendance. Merci. Et maintenant, on va aborder les enjeux actuels du panafricanisme qu'on a identifiés en 5 points. La sécurité, qui va être abordée par Kenge. Et ensuite, ma camarade Ange va aussi aborder la souveraineté alimentaire et économique. Et puis, Komeza va aussi aborder l'éducation. Et moi, je conclurai aussi en évoquant ce que je trouve un enjeu crucial, qui est la jeunesse africaine et la démographie africaine. Merci. Merci beaucoup, Coste, de nous avoir en tout cas briefé sur les enjeux actuels. Donc, comme il vient de l'expliquer, je vais parler de la sécurité en Afrique et dans le monde. Je ne vais pas être trop en détail parce qu'on nous a donné que 10 minutes, je pense. Donc, on va être bref. En tout cas, je vais permettre de faire ma publicité. Donc, la plupart des secteurs que je vais parler sur la question de la sécurité, je l'ai publié dans mon essai. Ce que je vais expliquer en détail, je l'ai mis dans mon livre. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle aujourd'hui dans le désordre international, dans laquelle le monde est devenu une sorte de... Il n'y a ni l'opprimé ni l'oppresseur. C'est ces sentiments-là. Lorsque vous êtes aussi du global, lorsque vous êtes au Congo, ou lorsque vous êtes en Amérique latine, parce que je suis né au Venezuela, quand vous vous rendez compte qu'à chaque jour, à Bogota, à Caracas, au Brésil, on tue un noir par jour. Au Congo, on tue des millions de personnes. Et lorsque vous êtes au nord du Nigeria, on tue chaque jour au Sahel. Aujourd'hui, les cas que vous connaissez, la triste histoire de la Russie avec l'Ukraine, l'Israël, avec les Palestiniens et tout consort, ça donne des sentiments dans lesquels aujourd'hui, il n'y a ni l'opprimé ni l'oppresseur. C'est juste qu'il y a désormais des personnes. C'est lui qui se laisse opprimer et c'est lui qui ne se laisse pas opprimer. Donc, le système nous a mis dans une situation dans laquelle il faut choisir les cas. Est-ce qu'on doit être opprimé ou on va se laisser opprimer ou pas? Certains pays ont choisi de ne pas se laisser opprimer, ils ont choisi la voie de la résistance. Et nous, la jeunesse africaine, et nous, ce qu'on nous appelle aujourd'hui, on nous appelle abusivement les cibles globales. Je ne sais pas comment, hier nous étions tiers-monde, les pays sous-développés, moins développés. Aujourd'hui, on nous appelle les cibles globales, comme si on devrait changer chaque fois les noms. Mais bon, on accepte l'idée. Donc, je vais parler surtout de la sécurité dans ce style global, de savoir
comment doit-on visionner? Je ne vais pas parler de ma situation de manière globale, je vais parler de la vision du comité Ujamaa, de la vision en tant que jeune panafricain, comment nous percevons désormais la sécurité. Donc je commencerai tout d'abord d'où nous venons. Dans l'histoire de l'humanité, les conflits ont toujours existé. C'est un fait et malheureusement nous devons l'accepter. Là où il y a les humains, il y a toujours des conflits. Sauf que si on capitule l'histoire depuis depuis les grands empires africains, on pourrait se dire, mais on en a assez de guerres, il faut cette fois-ci avoir la paix. Mais chaque génération vient avec la guerre, chaque génération. Alors que devons-nous faire pour limiter? Beaucoup de penseurs ont proposé des solutions, les désarmements, mais sauf que nous nous rendons compte que ça ne sert à rien. Les gens se font assassiner chaque jour. Donc nous, en tant que panafricains, en tout cas, nous sommes arrivés à une conclusion qu'il faudrait assumer sa responsabilité. Il faudrait se donner les moyens de la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut se donner, être à l'ère de la génération que nous vivons. On vit dans un jungle, dans un jungle, donc il faudrait se comporter comme si on était dans la jungle. Je suis désolé, c'est choquant, mais lorsque nous avons quelqu'un qui nous tue, quelqu'un qui viole la loi chaque jour et que personne ne lui remet en question, je ne voudrais pas citer les pays ici, mais vous suivez les informations à chaque fois, vous avez des grandes puissances qui massacrent les populations qui n'arrivent pas à se sécuriser, mais personne n'est là. Chaque fois nous partons à l'ONU, on fait les discours, on dénonce l'Israël, la Russie, la France et tout comme ça, mais on se rend compte que la Russie continue, la France continue, l'Israël continue. Au finish, si vous posez la question à un enfant palestinien, à un enfant congolais, à un enfant nigérien de savoir qu'est-ce que c'est la sécurité, il vous dira que dans son vocabulaire, le mot sécurité n'existait pas. C'est choquant, c'est pourquoi donc j'aimerais m'étaler sur cette question. Et donc, en parlant de l'Afrique, ma camarade parlera de la sécurité alimentaire, ce que je trouve très important, mais moi je vais d'abord parler ici de la sécurité militaire. L'Afrique est en danger. En danger, non pas, je sais que vous me direz oui, mais l'Afrique est en danger, mais sauf que cette fois-ci c'est encore plus grave qu'avant. Pourquoi? Je me demande dans cette salle combien de gens sont au courant qu'en Afrique du Sud, à ce moment où nous parlons aujourd'hui, les Afrikaners, les Blancs, sont en train de construire un État qu'on appelle Orania. Cet État a commencé en 1994 avec M. Carlo Boshoff. Le monsieur était un raciste, quelqu'un qui croyait que les Noirs ne pouvaient pas cohabiter avec les Blancs et que les Noirs ne pouvaient pas diriger les Noirs. Donc le monsieur qui était d'abord un théoricien de la séparation, qui, lorsque nous fouillons l'histoire de M. Boshoff, depuis 1970, les messieurs demandaient qu'on divise l'Afrique du Sud en deux pays. Un pays pour les Blancs, un pays pour les Noirs. Mais malheureusement, son projet sera combattu par les Anglais, qui étaient à l'époque, même si c'était les Africains qui dirigeaient le pays, les Anglais vont s'opposer à ce projet. Et du coup, dans les années 70, il va se marier à la fille du Premier ministre, les théoriciens de l'apartheid. Donc, avec sa femme, ils vont encore élaborer les projets en 1980 pour proposer au gouvernement sud-africain de diviser l'Afrique du Sud en deux États. Bien sûr, les Anglais vont encore, bien merci, vont s'opposer au projet. 9 ans après, le monsieur va dire, écoutez, les Sud-Africains blancs ne pensent pas. Il va écrire clairement que l'apartheid va tomber, que le régime des blancs va tomber dans l'eau, et donc il faut penser d'après cet État. C'est là qu'il va chercher les moyens. Il va dire quoi? Je dois aller acheter un terrain loin des villes où ça sera le noyau de l'État blanc en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'en 1989, il va, en collaboration avec le gouvernement sud-africain, il va acheter un terrain de 3000 hectares dans les déserts, loin de Johannesburg, tout comme ça. Il va se dire que si un jour les régimes d'apartheid venaient de tomber, lui et sa famille iront s'installer là-bas
Et à partir de ce moment-là, on pourra constituer un futur État des Blancs. Et comme il avait promis, en 1994, le régime est tombé, Nelson Mandela est libéré, il a les élections, le régime va être supprimé. Les messieurs et sa famille vont aller s'installer dans leur domaine, ils ont appelé Orania. Ils étaient 100 personnes, c'est-à-dire eran 100 personas. Porque, entonces, ok, je vais parler en français, je suis un peu espagnol. Donc, ils vont aller s'installer dans cette ville qui est dans cette terre qu'ils avaient achetée. Mais je vais un peu rappeler un fait anodin. Si vous vous rappelez, les premiers blancs à venir en Afrique du Sud, ils étaient combien? Ils étaient des Hollandais. Ils étaient 100 personnes. 100 personnes. Ils n'étaient pas 1000, ils étaient 100 personnes. Et la famille qui est partie s'installer dans ces domaines qu'ils ont achetés, ils étaient aussi 100 personnes. Coïncidence ou un projet bien défini, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est vrai que les messieurs vont s'installer dans cette région. Aujourd'hui, si vous tapez sur Internet, sur YouTube, Orania, vous verrez, c'est écrit la ville interdite aux Noirs. Aucun Noir n'est permis d'entrer dans cette ville. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, il y a une conférence dans cette ville, à Orania, pour savoir est-ce qu'il faudrait avoir un État de blancs ou il fallait avoir cohabité avec les Noirs. À ce moment-là, on aura des africanières, ils seront aussi divisés, on aura des cas, c'est qui veulent l'autonomie culturelle et linguistique, l'autonomie linguistique, tout en restant au sein de l'État sud-africain dirigé par des Noirs. De l'autre côté, vous aurez les africanaires indépendantistes qui vont vouloir toujours avoir leur propre État. Donc il ne faut pas s'attendre, mais néanmoins ils vont s'attendre à une chose très importante, l'économie. Ils vont décider de créer leur propre banque économique, c'est-à-dire ils impriment leur monnaie, ils ont leurs propres écoles, c'est-à-dire ils ont tout ce qui concerne le Sud-Afrique noir, ils ne l'acceptent pas. Et puis grave encore, ces gens vont venir, en 2008, ils vont venir ici en Belgique, ici à Bruxelles. Et si vous connaissez, il y a l'organisation qu'on appelle des peuples non représentés. Ils vont aller demander à l'Organisation des Nations Unies, à l'organe des Nations Unies, que eux, ils sont considérés comme un peuple non représenté. Comme si les Noirs sud-africains ne sont pas aptes de gouverner ou de gouverner à côté des Blancs. À la grande surprise, les Nations Unies qui étaient censées nous donner des points positifs, il va reconnaître ces individus-là comme étant un peuple non représenté. Et pourtant, de celle-ci, les Afrikaners constituent le troisième groupe ethnique la plus grande d'Afrique du Sud. Même les partis politiques qui ont amené ces projets aux Nations Unies, ils sont dans les parlements sud-africains. Ils ont été votés dans les quartiers des Noirs. Alors, de quoi ils ne sont pas représentés en Afrique du Sud? Économiquement parlant, c'est les Blancs sud-africains qui dirigent les pays économiquement, c'est eux qui contrôlent les banques, tout. Culturellement parlant, c'est eux qui dirigent les pays. Alors, à quoi ils ne sont pas représentés? Sauf que, alors, en analysant très bien, alors, c'était qu'en 2022, je me suis rendu en Afrique du Sud, parce que je voudrais avoir des voir de mes propres yeux. En fouillant, je me suis rendu compte qu'il y a un projet de constituer un État sud-africain. Et moi, pourquoi je lis cette histoire à la sécurité africaine? C'est parce que lorsque vous aurez un État sud-africain blanc en Afrique du Sud, cela me rappelle l'État d'Israël. Je ne suis pas contre l'État d'Israël, bien sûr. Je pense que chaque peuple a droit à sa détermination. Mais lorsque vous regardez la carte de l'État d'Israël en 1948 et la carte d'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. L'Israël n'a jamais respecté les conventions internationales. Chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il clignote les territoires et aujourd'hui, la Palestine n'existe plus. Et ça risque de nous arriver en Afrique du Sud. Pourquoi? Si vous étudiez l'histoire de l'État d'Israël, comment ça s'est créé depuis 1897 à sa fondation en 1948, de 1948 à aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est le même processus que les Sud-Africains blancs sont en train de faire en Afrique du Sud.
Parce que les Juifs, ils ont commencé par acheter des terres en Palestine, s'installer pacifiquement. Les Sud-Africains blancs, ils achètent des terres aux Noirs. Ils s'installent. Donc, en 1994, ils étaient à 3000 hectares. Aujourd'hui, ils occupent 100 000 hectares. Ils sont acquis légalement. En 1994, ils étaient 100 personnes. Aujourd'hui, ils sont 5000 personnes. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas assez nombreux. Oui, mais quand même, néanmoins, vous avez 5000 personnes qui sont bien armées, bien entretenues. Et qui dirait, qui dirait, les Sud-Africains noirs et les Oragnes, avec qui ils entretiennent les relations, non pas avec la France, non pas avec la Hollande ni la Belgique, c'est avec l'État d'Israël. Les enfants Oragnes, lorsqu'ils finissent leurs études, pour aller faire les études secondaires, il faut aller les faire en Israël. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Et alors, en sachant qu'Israël il est dans une logique de colonisation, qu'est-ce que les enfants Oragnes apprennent en Israël? Qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas? Ils apprennent la méthodologie de coloniser, de conquérir. De deux, pourquoi se fait-il que dans cet état Oragnen, si tu es blanc, si tu n'es pas allemand, tu n'es pas hollandais, tu n'as aucun droit de s'installer là-bas, même si tu es blanc. La première condition que tu dois accepter de vivre dans cette communauté, il faut d'abord être d'origine hollandaise ou d'origine allemande. Ensuite, si tu es blanc, les conditions, il faudrait peut-être s'adapter à leur langue. Qu'est-ce que c'est d'abord? La discrimination ici. Une convention internationale interdite par les Nations Unies que les Sud-Africains violent aussi et à tout le monde. Et donc, pour terminer, c'est que lorsque ces individus-là, ils auront 100 000 personnes dans leur État, parce qu'aujourd'hui ils sont 5 000, et les Nations Unies les ont reconnus comme un peuple non représenté. Ce qui veut dire que à 2050, quand ils seront 50 000 habitants, ils vont venir à l'ONU, ils vont nous dire, écoutez, aujourd'hui nous sommes 100 000 personnes, on mérite un État. Et je vous les promets que les Nations Unies vont les reconnaître comme un État. Et les débats qu'on a aujourd'hui des États, la Palestine et l'État d'Israël, vont encore nous retomber dessus en Afrique. On pensera, oui, il faut avoir des États. Alors, quand on va les donner un État, ça sera un petit État. Mais ceux qui vont commencer à clignoter, jusqu'à ce qu'ils entrent en conflit avec les Noirs. Et vu que nous n'avons pas, nous sommes des armées, ces gens-là, ils vont faire quoi? Nous sommes ils vont encore occuper nos terres. Et c'est pour moi, pour terminer, c'est la sécurité. Pourquoi? Nous avons aussi les Chinois. Quand les Sud-Africains, les Blancs, auront leurs terres à la fin d'ici, les Chinois ne vont pas se laisser faire. Parce que si vous regardez, toute la côte mozambicaine est achetée par les Chinois. Et par les Chinois. Si vous partez en Angola, la Chine occupe une grande partie. Donc, on va entrer dans une situation dans laquelle personne ne va plus contrôler. Et pour moi, ça m'inquiète beaucoup. Donc, je tiens à souligner ces points-là. J'ai beaucoup parce que c'est la sécurité qui nous intéresse ici. Alors, que devons-nous faire pour terminer? Je pense que les Africains doivent être dans une logique d'avoir la conscience des conquêtes. Parce qu'on a été trop généreux, on a été trop compréhensif, on a été trop universel. Notre manque de conquête, notre manque de puissance joue contre nous. Je ne dis pas qu'il faut être puissant pour aller attaquer un pays tiers. Je dis qu'il faut être puissant pour empêcher qu'aucune nation ne vienne nous dominer encore comme ils l'ont fait dans l'ancien temps. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la possibilité de nous défendre, et je ne m'aimerais pas être dans la dynamique de... Dans la dynamique de défensif, non? Il faut être dans offensif. Il faut être dans une position dans laquelle aucune nation, aucun peuple au monde vienne encore nous menacer dans notre pays. Si on ne le fait pas, je vous le promets, aujourd'hui, comme il a dit Coste, et lui aussi il le dira, on est d'abord mentalement colonisé, si je ne me trompe pas. On est encore mentalement colonisé, et il va encore l'expliquer, l'éducation elle est encore contrôlée par les colons. Donc si on ne fait pas attention en termes de la sécurité, ça sera fini, la race noire disparaîtra.
Donc je ne mérite pas entrer dans les détails. En tout cas, je préfère terminer ici. Pourquoi? Comme on parle des enjeux ici, je laisse Ange, je vais vous expliquer l'aspect de la souveraineté alimentaire qui est encore plus grave que ce que je viens d'expliquer pour comprendre que la sécurité, en tout cas pour nous, jeunes Africains, pour nous, les comités Ujamaa, nous allons nous battre, nous allons mettre en place des stratégies pour enfin nous libérer de ce colonialisme perpétuel. Je vous remercie. Alors bonjour. Ici, moi je vais parler d'un enjeu qui est quand même plus élémentaire et plus basique pour toute nation en fait. Donc on va parler de la souveraineté alimentaire. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui ce qu'on aperçoit, en fait un des premiers constats qu'on peut faire qui entrave en fait à une souveraineté alimentaire possible, c'est d'abord la spécialisation dans les différentes cultures. Donc aujourd'hui, si on peut consommer en fait certains biens de luxe qui aujourd'hui sont devenus en fait banals, le fait de pouvoir consommer du chocolat par-ci par-là, du café, etc., c'est, comme on le sait tous, au prix de beaucoup pour le continent. Donc on a des pays entiers qui sont spécialisés, qui prennent un pourcentage quand même assez conséquent de terres arables, qui sont supposées être disponibles pour la population locale, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir nourrir une nation. Elles sont prises, monopolisées et bloquées pour une culture, pour l'exploitation, pour une demande extérieure pour des biens de luxe dirigés vers l'Occident. Comme on sait tous, ce ne sont pas des biens, ce ne sont pas des produits qui sont dirigés, qui sont produits pour les consommateurs africains, pour les familles et la demande intérieure. Donc on a des terres qui sont redirigées pour ça. Et on pourrait argumenter en disant que cette production et cette exportation en fait ramènent un apport et une partie du revenu national, mais comme on le sait tous, encore une fois, c'est pas un revenu qui est redistribué de façon équitable pour la population. Le producteur lambda qui va se spécialiser dans cette production pour l'exploitation ne touche en fait qu'une infime part pour ça, et c'est ce revenu-là qui est gagné de ces exportations-là est redirigé vers des élites, comme on l'a dit tout à l'heure, des élites colonisées, des élites à la botte de pays occidentaux. Donc on voit que non simplement, tout d'abord, on a des producteurs qui sont exploités, en plus de ça, des producteurs, des consommateurs et des producteurs du coup, dont une partie de leur terre est redirigée pour quelque chose qui ne leur apporte pas en fait de moyens de subsistance. Donc c'est le premier problème qui peut être posé en fait pour cette souveraineté alimentaire. Mais on peut aller plus loin encore pour parler des conséquences écologiques catastrophiques qui sont liées à ça, qui sont effrayantes et qui viennent de cette production-là. Et ça, à ce stade d'aujourd'hui, ça concerne donc la planète entière, mais plus particulièrement ces nations-là. On peut parler de certaines forêts qui ont été dévastées à plus de 80%, comme en Côte d'Ivoire, pour la consommation du cacao, alors que cette production, pardon, pas cette consommation, cette production de cacao qui va prendre 20%, puisqu'il y a une part importante, 20% des terres arables. Et voilà, c'est très chaotique. Donc il y a cette part-là qui est du coup détournée pour ça, pour une consommation extérieure. Et plus encore, on voit que dans ces pays-là, il y a une importation aussi conséquente de l'alimentation. Donc on voit que ce sont deux constats en fait qu'on peut poser. De un manque de souveraineté sur les terres même disponibles pour la population et pour la production. Et de deux, un manque de souveraineté puisque on est dépendant en fait de l'extérieur dans l'importation en fait, dans le fait même de pouvoir répondre à la demande intérieure. C'est un manque de souveraineté concret. Ça veut dire qu'on est dépendant de l'extérieur pour pouvoir se nourrir, dépendant de l'extérieur pour pouvoir produire. Et clairement, c'est deux constats assez conséquents qu'on peut faire. Et dans cette même problématique, on peut opposer en fait deux modèles. Un premier modèle intégrationniste
qui a été fort pratiqué du coup en Afrique subsaharienne, où donc les États africains post-indépendance ont voulu quand même mener des politiques agricoles pour pouvoir en fait arriver à une certaine sécurité alimentaire et une volonté concrète quand même d'arriver à ça. Mais ces politiques en fait ont été menées dans une directive néocoloniale et capitalistique, libérale, où on va jouer sur les prix, on va jouer sur le taux de change, on va jouer sur les importations pour pouvoir répondre tant à la production qu'à la demande du consommateur. Donc, pour pouvoir produire, on va encourager les producteurs en soutenant leur niveau de prix, pour pouvoir permettre aux consommateurs que leur demande qu'on puisse répondre à leur demande, on va jouer sur les importations, mais aussi soutenir le niveau des prix. Mais tout ça, c'était très coûteux. C'était un niveau budgétaire, de politique budgétaire qui était très élevé. Et dans une situation où ces pays dépendent d'investissements étrangers, où on avait toutes les politiques de restructuration dans les années 80 liées au FMI, c'est des politiques budgétaires qui ont été considérées comme insoutenables. Ces politiques budgétaires qui ont dû être plus restreintes, qu'on a dû rendre plus récessives. Et donc, là où il y avait une volonté quand même d'arriver à une certaine sécurité alimentaire, c'est une volonté qu'on a dû éteindre d'une certaine façon. Et en parallèle de ça, on voit aussi que c'est un modèle qui est visé et qui est lié à l'extérieur. Là où encore une fois, ça va à l'encontre de la souveraineté, d'une notion de souveraineté même en fait. On est dépendant du monde extérieur, tant pour l'investissement que pour la production que pour la consommation. Et dans un modèle comme ça, on voit qu'en fait, ça n'a pas pu être soutenable, puisque de toute façon, déjà ça n'a pas pu être soutenable, puisque l'histoire nous a montré qu'en fait, ces politiques n'ont pas abouti. Ces politiques, des chiffres montrent en fait que cette capacité de répondre à la demande et de soutenir les producteurs, en fait, dans le temps, a perdu de son ampleur. Et plus encore, on voit qu'un des échecs premiers, c'est de ne pas considérer en fait le petit producteur. Le petit producteur qui produit pour sa subsistance, c'est une grande erreur en fait. Et c'est encore une fois ne pas considérer sa population et la nation à terme. Et à ça, on peut opposer le modèle sankariste qui lui rentre plus dans notre ligne panafricaine, puisque c'était un modèle qui était concentré était en collaboration avec les masses. C'est un modèle qui se voulait souverain. La demande intérieure était nourrie par la production intérieure. Donc ça veut dire qu'on mobilise les masses pour soutenir cette demande, pour augmenter la production. On travaille avec les masses et on limite les importations tant que possible. On ne détourne pas de terre, on ne dépend pas d'importation, on ne dépend pas d'investissement extérieur pour pouvoir arriver à cette sécurité alimentaire. Et dans un modèle comme ça, on voit que en fait, c'est dans cette situation-là qu'on arrive quand même plus à une souveraineté que dans le premier modèle, où on est dépendant purement du système monde, en fait, où on a intégré dans le système monde un système monde vers qui on doit se tourner tant pour tous les niveaux, en fait, pour arriver potentiellement à une sécurité alimentaire. Et comme on l'a vu, comme je le répète, l'histoire nous a montré qu'en fait, ce chemin-là n'a pas abouti, n'aboutit pas. Et donc, on peut répondre clairement au fait que non, l'Afrique n'est pas... Les difficultés de nourrir les bouches en Afrique, c'est pas juste quelque chose qui est là parce qu'on a des terres qui ne sont pas fertiles, parce qu'on ne sait pas produire, parce qu'on ne sait pas s'organiser. Ça découle d'une histoire, d'un héritage colonial. Comme pour la spécialisation des cultures, c'est un héritage, c'est une structure qui a été construite et développée dans le temps par des institutions, par des puissances occidentales. C'est pas juste un manque d'organisation et de volonté et de capacité à s'organiser, en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le premier point de la souveraineté alimentaire. Mais cette souveraineté alimentaire est fortement liée à la souveraineté économique. Puisque cette capacité à s'organiser est liée à la capacité des
politiques en fait, à pouvoir mettre en place des politiques agricoles ou des politiques budgétaires pour pouvoir arriver en fait, à cette sécurité alimentaire, comme on l'a dit. Et pour des pays, comme on l'a dit, dépendants d'investisseurs extérieurs, en fait, comme on a donné aussi l'exemple pour le franc CFA, on voit que les pays africains d'Afrique subsaharienne n'ont pas cette liberté, cette mainmise sur leur politique économique, tant budgétaire que monétaire. Donc dans une dimension comme ça, on voit qu'ils ne sont pas souverains. Ils ne sont pas souverains de leur économie, ils ne sont pas souverains de leur organisation. Et dans une dimension comme ça, le développement est bloqué. Le développement est bloqué, que ce soit d'un point de vue alimentaire, mais aussi sur les différents plans socio-économiques. Ça, c'est le premier point. C'est cette mainmise qui existe des institutions, comme on l'a vu dans l'histoire, avec toutes les politiques de restructuration. Il y a une mainmise qui existe sur les politiques budgétaires et sur les politiques monétaires. Tout d'abord. Ensuite, encore une fois, comme on a parlé de l'héritage colonial, et comme on l'a parlé pour les spécialisations, il y a un héritage colonial qui est quand même conséquent dans la division du travail. Les pays africains ont une concentration. En fait, la division du travail fait qu'en fait, la concentration de leur économie est sur les produits bruts qui ne valent pas spécialement, comme on pourrait croire, la même chose que des produits industriels, là où ils sont vendus à des prix bien plus moindres, là où il faut beaucoup de produits bruts pour pouvoir en fait valoir un produit industriel. Et c'est une division en fait qui a été voulue, c'est une division qui a été construite dans l'histoire. C'est pas une division qui est tombée comme ça. Et dans cette division du travail dans le monde, les pays africains sont perdants. Et on peut le voir aussi au niveau des multinationales en fait, qui sont elles-mêmes exploitantes de ces produits-là. Non simplement, en fait, ce sont des politiques dans lesquelles ils ne sont pas libres, dans lesquelles ils n'ont pas la main mise, comme on peut le voir dans d'autres pays semi-développés ou développés. Mais en plus de ça, ils sont concentrés dans des industries héritées de la colonisation. Et en plus de ça, dans ces industries-là, ce sont des multinationales qui ont la main mise sur ça. Donc là, encore une fois, on peut parler de souveraineté, d'un manque de souveraineté économique. Et un manque de souveraineté économique qui n'est pas venu juste par un problème d'organisation et par un manque de conscientisation, de capacité de développement. En fait, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est une construction, encore une fois, historique et politique pour nous maintenir en fait, dans un piège en fait, dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Le panafricanisme. Du coup, le panafricanisme, c'est un mouvement de libération. Un mouvement de libération qui a vaincu l'ordre esclavagiste qu'on a pu voir comme Haïti, lorsque de nombreux Africains venus de toute région d'Afrique, de l'Ouest comme d'Afrique, des Grands Lacs, se sont réunis et ont décidé de se battre pour le mot liberté. Et c'est dans ce sens que Haïti fut la première république noire, et le premier pays de libération, contrairement à ce qu'on nous apprend en France avec la République française, qui est une révolution bourgeoise. Mais là, c'est une révolution de personnes mises sous esclavage. Ensuite, le panafricanisme a vaincu l'ordre colonial. Lorsqu'on voit l'Afrique du Sud, qui a été soutenue par différents pays africains, lorsqu'on voit l'Algérie, lorsqu'on voit le Cap-Vert ou encore la Guinée, qui a été combattue par les armes, par Amilcar Cabral, tout ça, toute cette réussite indépendante a été vaincue parce que les Africains, entre eux, de toute origine, ont décidé de se battre ensemble. Mais tout cela, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas vulgarisé, c'est pas partagé, et que de nombreuses personnes ont une connaissance de l'histoire biaisée. C'est pour ça que l'un des défis qui est l'éducation est encore d'actualité, car on se rend compte que le néocolonialisme, le meilleur outil du néocolonialisme est la désaliénation mentale et la désaliénation historique. C'est-à-dire que lorsque les indépendants sont arrivés,
nous avons pu voir que les métropoles, donc c'est-à-dire les métropoles, les forces coloniales, ont voulu garder un monopole sur les structures éducatives. C'est ainsi que, par exemple, au Congo, la Belgique a investi énormément et a envoyé encore beaucoup plus d'enseignants que sous l'ordre colonial. C'est ainsi que sous l'ordre du néocolonialisme, après les indépendances, nous pouvons voir que la désignation mentale est encore beaucoup plus puissante. Parce que, simplement, je vais passer à l'anecdote, l'un de mes cousins connaît Napoléon par cœur. Toute son histoire par cœur. Il se trouve au fond du Rwanda, mais il connaît Napoléon mieux que quiconque. Comment des Africains peuvent apprendre l'histoire d'une figure qui a imposé une nouvelle ordre esclavagiste à Haïti? Comment peut-ils avoir une conception de libération dans leur esprit? Et c'est dans ce sens-là qu'on considère que le défi en Afrique actuellement encore, c'est la désinhibition mentale. Vous pensez que le monde serait ainsi si, dans nos cours d'histoire, il n'y aura pas une volonté uniformisante, une volonté égocentrique de montrer qu'une civilisation est plus supérieure que d'autres? Or que nous savons que les programmes scolaires tels qu'ils sont imposés aujourd'hui, c'est un génocide intellectuel qu'il faut. Il y a une rupture épistémologique du savoir qu'il faut établir dès aujourd'hui, sur une base de vérité. Actuellement, on nous apprend dans tous les domaines possibles de la science. Actuellement, on nous apprend encore, comme dans le domaine de la médecine, que la médecine comme apparaît dans les temps 17e, 18e siècle en Occident. Comme si la médecine n'existait que ici. Que ce soit la médecine, que ce soit la philosophie, que ce soit encore les autres thématiques de sciences, tout cela vient d'un seul endroit, de l'Occident. Et c'est là la plus grosse problématique. Quand on se base sur les empires, que ce soit dans n'importe où du monde, quand les empires, par exemple, de l'Afrique que je connais bien, l'empire du Ghana, les empires d'Égypte antique encore, les empires de Mandingue, là où on voit même que les droits de l'homme, les premiers droits de l'homme qui ont été établis, se trouvent en Mali, à travers la charte de Mandingue d'ailleurs également. C'est qu'il y a un vrai mensonge, il y a une rupture épistémologique du savoir qu'il faut établir. Et c'est dans ce sens-là que, moi personnellement, j'ai grandi ici, même si je suis né en Afrique. Et en grandissant ici, j'ai toujours senti un manque. Le manque de savoir un peu plus sur moi. Et j'ai compris que là où j'ai un désintérêt total, pourtant j'aimais beaucoup l'histoire, mais j'ai un désintérêt total à l'école, c'est qu'on m'apprenait sur des histoires que je m'en foutais complètement. Et c'est dans ce sens-là que j'ai continué à développer, à cultiver à la maison des lectures. Et c'est dans ce sens-là que, même en arrivant à l'université, j'ai senti toujours ce manque. Et c'est dans ce sens-là que l'Ujamaa, c'est d'autres noms du comité, que je vais définir d'abord ce qu'est l'Ujamaa avant d'expliquer la suite de mon histoire. Du coup, l'Ujamaa, c'est une politique socialiste de Julius Nyerere. Julius Nyerere qui vient de Tanzanie, qui a été le premier président tanzanien, et qui avait pour but de créer une politique socialiste basée sur la réalité africaine. Et c'est dans ce sens-là qu'il a fait des regroupements villageoises, de groupes villageois, qui fait en sorte que chaque groupe de village qui ramène ses ressources et qui a des redistributions correctes des ressources. Et pour que cela réussisse, il a investi énormément dans l'éducation. Et c'est dans ce sens-là que l'Ujamaa nous a inspirés et que nous avons donné ce nom à notre groupe. Et c'est dans ce sens-là que notre réalité qui est ici à Bruxelles, en tant qu'étudiants, ayant une culture métisse, car on ne peut pas nier le fait que nous sommes occidentalisés également, que nous nous sommes dit qu'il fallait que là où l'Occident nous a poussé à ignorer notre essence, nous ignorer notre histoire, nous devons cultiver également notre histoire, cultiver également ce que nous sommes et nous assumer. Et c'est dans ce sens-là que nous avançons. Un des problèmes également, c'est les programmes, pas seulement ici, parce que nous ne sommes pas maîtres de ce qui se passe ici, mais être maître de ce qui se passe chez nous, à travers les programmes scolaires. Mais pour cela, il faut également arriver à une autonomie et une indépendance. Ça veut dire qu'à la tête de nos États, il ne faut pas que nous ayons des dirigeants dirigés. À partir du moment que nous n'avons plus des dirigeants dirigés, mais des dirigeants africains, c'est à partir de ce moment-là que ces dirigeants africains devront, avec
une volonté politique à être en rupture avec ces programmes scolaires qui ne sont pas les nôtres. Une fois que des programmes scolaires seront basés sur la réalité des peuples qui y vivent, une fois que les programmes scolaires seront basés sur la vérité également historique, le changement serait qu'une question de génération. Mais tant que nous aurons des aliénés, exemple pour ceux qui connaissent des Tanguy David, qui sont ignorants de eux-mêmes, tant que nous aurons des dirigeants, dirigés, aliénés, et qui pensent que la seule façon de s'émanciper, c'est à travers les forces exogènes, nous resterons des dominés. L'âme la plus puissante de l'oppresseur est l'esprit du dominé. Je vous remercie. Le dernier enjeu qu'on a choisi d'aborder, c'est bien sûr la question de la jeunesse africaine et de la démographie du continent. Je pense que c'est une suite logique quand on parle d'éducation de s'intéresser à la situation de la jeunesse sur le continent et dans les diasporas bien sûr. Quand on parle de panafricanisme, on ne veut pas se limiter seulement sur le continent, mais c'est surtout les peuples d'Afrique et ses diasporas. Et quand on s'intéresse à la question démographique en Afrique, eh bien, on a envie de peindre un autre portrait que le portrait macabre qu'on a peint jusqu'ici, malgré quand même certaines voies de travail à travers l'éducation. Moi, j'entends souvent, je lis souvent depuis un certain nombre d'années des articles et en tout cas des documentaires sur la bombe démographique africaine, le problème démographique africain. Et on peut se questionner sur pourquoi est-ce que la démographie africaine inquiète autant? Est-ce que l'Afrique est réellement surpeuplée? Pourquoi est-ce une bombe? Et en fait, on doit revenir un peu à la déclaration de Macron en 2017 quand il dit que... Et lui, vraiment, lui, c'est un véritable fou, je pense. Parce qu'il a osé mettre le problème du développement en Afrique sur les femmes africaines. Comment peut-on dire qu'un pays ne pourra jamais se stabiliser tant qu'il y a 7 à 8, 9 enfants par femme? Déjà, de 1, est-ce que cette statistique est vraie? J'ai des doutes, non. C'est juste, il aime bien se défouler, c'est pour ça que je pense qu'il est fou. Et ensuite, on projette aussi la population. Pourquoi ça fait peur? C'est parce qu'on projette la population africaine à parfois 2,5 milliards à 4 milliards d'ici 2050, 2100, bref. Et tandis qu'ici en Europe, malheureusement, il y a un gros problème démographique. C'est-à-dire qu'il y a une décroissance démographique depuis, je pense, un peu plus d'une décennie. Et on projette à environ un demi-milliard d'ici 2100. Tandis que les Amériques seraient à peu près à 1 milliard aussi, donc là aussi on a l'impression que dans le futur les choses ne vont pas, il ne va pas y avoir un boom démographique de haut niveau. Seulement l'Asie resterait en tout cas dans le top avec ses plus de 4,5 milliards d'habitants. Donc la question qu'on doit se poser encore une fois c'est pourquoi ça inquiète? Et moi je pense qu'il y a un lien direct qui existe. Parce que moi, je ne parle pas de bombe démographique, moi je vais parler de puissance démographique africaine. Entre croissance de la population et développement. Souvent, ce qui inquiète, c'est de dire mais il y a trop de gens et il n'y a pas assez d'organisation ou de ressources pour pouvoir se développer. C'est ça l'argument qui est avancé. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que quand on observe les pays les plus peuplés du monde, et dans leur histoire, comment la population a augmenté, eh bien non, c'est pas la réalité qu'on observe. En réalité, quand la population augmente partout, même si ça crée vraiment des défis énormes en termes d'organisation, d'infrastructures publiques, eh bien les gens trouvent toujours des solutions. Pourquoi? Parce que déjà, il y a plus de cerveaux à l'œuvre, et en plus, dans le cas de l'Afrique, ce qui est incroyable, c'est le potentiel par rapport à la jeunesse de sa population. Il y a des pays comme le Congo qui sont à plus de 100 millions d'habitants et qui ont un âge médian de 18 ans.
Donc imaginez le potentiel que ce pays peut atteindre d'ici 1 décennie, 2 décennies. Peu importe les défis qu'il doit soulever, il a une capacité ou un potentiel énorme de trouver des solutions. Et il les trouvera, parce que quand on analyse les autres pays, que ce soit le Nigeria, que ce soit, je sais pas, l'Inde, le Mexique, peu importe les obstacles qu'ils ont, ils arrivent à se développer quand la population est en croissance. Par contre, les problèmes arrivent quand la population commence à décroître, comme on l'observe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de population active, plus de population passive, et donc il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il y a une inquiétude. On se rend compte qu'en réalité, la démographie, contrairement à ce qui est prétendu comme étant une menace et qu'un danger, comme on essaie de l'intégrer dans la mentalité des Africains, au contraire, c'est un atout de poids pour soulever tous les défis et tous les problèmes qu'on a soulevés ici, aujourd'hui. Et donc, pour conclure, j'aimerais aussi revenir encore une fois sur un point très important qu'on a dit. Une fois qu'on a établi ce constat de dire que la démographie est un atout sur lequel on peut s'appuyer, on doit absolument réétablir des repères philosophiques pour cette population. Parce que quand on se rend compte à quel point l'idéal panafricain a été endommagé par des décennies successives, on a évoqué les 3 temps du panafricanisme que nous on a identifié, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance, et puis de l'indépendance jusqu'à la guerre froide, et puis de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je postule qu'on est à un 4e temps du panafricanisme dans lequel, comme on l'observe à travers l'actualité, et comme vous pouvez le voir ici sur ce panel, la jeunesse africaine se réveille et a d'autres revendications que les générations qui l'ont précédée. Ça, c'est une réalité. Et ça, encore une fois, on ne peut pas nier le lien qui existe entre la démographie et ces revendications. Donc, pour nous, en tant que comité Ujamaa et en tant que jeunesse panafricaine dans les diasporas, on se sent la responsabilité de justement d'éduquer et de poser des repères philosophiques qui nous correspondent. Parce que si on réfléchit bien, nous sommes en réalité issus de sociétés précapitalistes. Donc on doit revenir à cette mémoire. Donc on doit encore une fois se décoloniser mentalement, parce que c'est aussi un atout et une valeur ajoutée au monde entier. C'est-à-dire qu'on doit revenir à nous-mêmes pour pouvoir proposer des solutions qui aujourd'hui ne sont pas imaginables dans le cadre néolibéral moderne. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que nous on est ici, on est engagés, on essaie de travailler avec la jeunesse, parce qu'on sent et on sait que c'est de là que viendra la clé. Donc voilà, merci beaucoup. On vous remercie pour votre écoute. On remercie également le SADTM du coup pour l'invitation. Du coup, pour spécifier, nous, le comité Ujamaa, ce qu'on fait principalement, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on propose des activités en interne avec nos membres et on propose aussi des conférences ouvertes au public, telles que les questions de la géopolitique dans différentes régions d'Afrique, telles que les questions des élections, telles que les questions de système de dette qu'on a pu faire, du coup, comme j'ai expliqué au début, avec le CADTM. Et du coup, voilà, dans nos missions, c'est vraiment l'éducation populaire, les questions de tous. Et on va passer du coup aux questions-réponses. Je vous remercie. Faut passer le micro ou... Ok, je passe le micro du coup. Je voulais informer que la semaine prochaine, le jeudi 10 octobre, dans le cadre du festival alimentaire de films, à la Quilone, ici dans une ASBL, on passe le film l'historique du franc CFA, et donc il y aura un débat sur la souveraineté monétaire. Le samedi suivant, alors à Liège, depuis 2 ans, on a créé un collectif qui s'appelle les Ateliers des coloniaux liégeois. Et donc le samedi 17, alors l'après-midi, il y a un débat plus approfondi sur ce film autour du franc CFA. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup
de vous rencontrer en tant que comité. Peut-être un jour ou l'autre, on va vous inviter à Liège. Et donc les ateliers des coloniaux liégeois, c'est en mixité. Oui, oui, c'est ouvert à tous. Voilà. Vous pouvez passer. Merci beaucoup. Bonjour, moi je voulais faire une remarque, je pense qu'il faut être précis historiquement. Je m'appelle Monika Karbowska, je suis connue ici comme militante polonaise, je suis donc polonaise et communiste. Bon, je voudrais quand même mettre un peu, je pense qu'il faut faire un peu plus de nuances sur l'Union soviétique en Afrique, notamment sur Yalta, puisque Yalta c'était en Crimée, c'était en février 1945, il n'y a pas été question de l'Afrique. Au contraire, Staline a laissé le monde colonisé aux anglo-saxons en échange d'une sphère d'influence en Europe de l'Est. Et notamment, il l'a laissé à Roosevelt, puisque bien avant Kissinger, Roosevelt, il faut lire ses textes, Roosevelt c'est carrément pousser dehors, pousser les Anglais et les Français et prendre leur place. Et rappeler aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre et la France se sont complètement décrédibilisées, parce qu'elles n'avaient plus aucune puissance, et surtout la France, puisque la France a été un pays qui s'est soumis et dont l'armée a été démantelée quand même, battu, soumis et l'armée démantelée. Donc c'est là aussi il y a ce côté psychologique. Moi personnellement je pense que l'Union soviétique n'a jamais créé un système aussi parfait et pervers que le système Foccart d'infiltration des élites africaines. Au contraire, l'Union soviétique a fait très peu. Elle a soutenu un peu Modibo Keïta, un petit peu Nasser, un tout petit peu l'Algérie, mais après la guerre d'indépendance. Elle ne s'est pas du tout opposée quand la France a détruit l'Union du Mali et du Sénégal en 1960. Elle n'a pas du tout soutenu Sankara, elle était elle-même déjà en difficulté. Et quant à Sékou Touré, l'histoire est quand même plus complexe, parce que de notre point de vue des pays de l'Est, nous étions aussi des pays colonisés qui accédaient à l'indépendance, qui construisent leur structure. On gisait en ruine en fait. Il faut comprendre que si la Pologne ou la Tchécoslovaquie, la Pologne particulièrement, était en ruine et qu'elle envoyait un hôpital ou une usine entière en Guinée, c'était pas du tout enfin du moins ni les élites ni le peuple n'avaient l'impression de faire du colonialisme, mais plutôt de la solidarité internationale, n'est-ce pas, un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas, on est ici. Et quant à la formation des étudiants, qu'effectivement l'Union soviétique a pratiqué, et beaucoup, puisque c'est des ingénieurs, les pharmaciens, les médecins, dont l'Occident fermait ses portes, n'est-ce pas, aux étudiants africains sur ces spécialités. Et effectivement, il y a des gens, même encore de ma génération, au Mali, même au sein du CADTM, qui parlent russe, qui ont fait leurs études là-bas ou en Tchécoslovaquie. Voilà, donc je pense qu'il faut être là-dessus un peu précis. Et c'est sûr, pour Sékou Touré, c'est assez ambigu parce que il a tellement été, il y a eu tellement d'attentats contre lui qui ont été faits, qu'effectivement, il a construit un système avec l'aide du système soviétique qui était une dictatoriale, un système très rigide et très dictatorial. Et ça a dû avoir après des conséquences néfastes. Mais c'est toujours la question de l'ambiguïté, n'est-ce pas? Si on veut avoir un État fort, on est obligé d'avoir une armée, une industrie de l'armement, des services secrets. On ne peut pas rester complètement dans le bisounours. Voilà, là, juste ce que je voulais dire, c'est qu'il faut séparer ce qu'a fait l'Union soviétique de ce que fait éventuellement la Russie aujourd'hui, parce que ce n'est quand même pas les mêmes pays. Merci beaucoup. En fait, je vais répondre, merci beaucoup pour votre remarque. Premièrement, d'abord, effectivement, à Crimée, ce n'était pas en Iran, parce qu'il y a eu d'autres conférences. Par contre, lorsque j'ai parlé de cette conférence, j'ai évoqué la conférence de Yalta, ce n'était pas pour qu'ils ont parlé de l'Afrique, non. C'était pour mettre en anglais, lorsqu'on a eu la conférence de Yalta, ça impliquait aux élites noires de réfléchir quel est l'avenir. Parce que dans cette conférence, on n'a pas invité les Noirs, on aurait invité l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie était dépendante. Pourquoi les RSS n'ont pas pensé à inviter donc ça veut dire que cette conférence n'avait pas, certes, l'objectif de parler de l'Afrique, mais de l'avenir du monde, d'après la guerre. Donc qu'est-ce qu'il allait faire? En fait, c'était ça l'objectif. Donc pour moi, je voulais montrer que lorsque les grandes puissances gagnant de la guerre tenaient une conférence à Yalta, les élites noires et aussi ont tenu les conférences, c'était pour mettre en relief les deux conférences. Par contre, c'est que vous avez souligné la question de l'influence. Bien sûr, je comprendrai ou je comprends votre argument par laquelle c'était par exactement la solidarité que l'URSS allait en Afrique, mais soyons clairs ici, c'était pour
conquérir les zones d'influence, parce qu'il fallait expandre l'idéologie communiste en Afrique. Il fallait, parce que pourquoi on n'avait pas aidé, je vous dirais, pour la question, pourquoi on n'avait pas aidé Moïse Djombe? Moïse Djombe c'était un capitaliste, mais il avait écrit une lettre pour demander de l'aide. Pourquoi on ne peut pas venir en aide au Katanga? Parce que Katanga était dans les camps capitalistes. Ça veut dire que chaque camp défendait ou soutenait le jeune qui adhérait à son idéologie. Et pour nous, du point de vue, pour nous, en tout cas panafricains, c'est que ce soit l'URSS, que ce soit la grande puissance, les Américains, le deux chercher les zones d'influence pour imposer leur idéologie. Que ce soit pour la solidarité, c'est une interprétation. Et je vous les respecte et merci. On peut passer le micro rapidement. Des questions s'il vous plaît, parce qu'apparemment il y a... Oui, ça y est, on va passer le micro. Je suis désolé, j'ai vu que vous étiez une asso décolonial radical. Les mots en sens décolonial, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et je ne sais pas comment vous vous appelez quand vous avez parlé de quand vous avez parlé d'Orania et ah oui, encore une fois, oui, pardon. Alors, quand vous avez parlé d'Orania en Afrique du Sud, sur la question de colonial, ça m'a vraiment posé beaucoup de problèmes et surtout, en général, toute votre intervention sur la sécurité en Afrique. Je suis désolé, vraiment, il faut revoir les choses parce que c'est une interprétation qui ne va pas du tout. On ne peut pas projeter la sécurité en Afrique, on ne peut pas partir d'un quartier en Afrique du Sud et dire que ça, c'est vraiment le problème de sécurité en Afrique, surtout à l'état actuel, alors que vous venez de parler de l'AES au Mali, ou la question sécuritaire en Afrique. Quand vous parlez du Grand Lac, vous avez parlé de la sécurité alimentaire, ce qui rentre dans des questions sécuritaires, et parler comme ça. Je suis désolé, je me suis senti de parler, je fais de la géopo et de l'économie. Vous pouvez parler. Voilà. Donc, première question, est-ce que vous pensez vraiment que le problème sécuritaire en Afrique part d'Orania en Afrique du Sud? Ça, c'est la première question. L'autre question qui m'est venue en tête, mais pour le coup, je voulais souligner aussi, parce que c'est pas toujours bien de taper sur certaines choses, je voulais souligner que c'était une très bonne prise de parole sur la sécurité alimentaire. Après, peut-être de mon point de vue, et peut-être que c'est l'occasion pour y répondre, il a manqué en fait des éléments très actuels, qui est celui où on a un président sénégalais eux-mêmes, le président du Mali et du Burkina Faso qui se bat aujourd'hui pour l'indépendance africaine, qui vont, désolé du terme, quémander du blé en Russie parce que justement la colonisation fait en sorte que l'alimentation de base des Africains ait changé, que du coup au Sénégal les gens se retrouvent à manger du pain avec du blé tel qu'on fait en France, etc. Est-ce que c'est pas une question à actualiser et voilà, dans ce que vous aviez à dire, et puis on pourrait se parler après parce qu'il y a certaines choses qui m'ont vraiment choqué dans votre intervention. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Non, attends. Mais du coup, excusez-nous si ça t'a choqué, mais non, il faut comprendre qu'on a une heure, tout n'est pas exhaustif. Du coup, évidemment, s'il y a des éléments à toujours complémenter, et merci de ta remarque du coup. Est-ce qu'on peut passer à des questions en direct parce qu'on va passer à une conférence dans moins de 2 minutes. Du coup, il reste vraiment une ou deux questions parce que je sais qu'il y avait également une camarade qui posait une question derrière. Mais vraiment des questions, s'il vous plaît. Non, juste une petite contribution, enfin une proposition concrète. Tout à l'heure, vous avez parlé du panafricanisme qui est vivant. D'accord, il est vivant. Il faut lui donner une forme concrète à travers les initiatives de jeunes. Et vous avez parlé de l'éducation politique, c'est bien, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est le carrefour des puissances impérialistes. Donc il faut que les jeunes reprennent le fardeau de le panafricanisme tout en s'inspirant des révolutionnaires panafricanistes que vous avez cités. Donc
concrètement, la proposition, c'est que moi je viens du Maroc, donc je suis attaché à CADTM Maroc, je suis aussi dans le secrétariat international du réseau CADTM. Nous avons pris l'initiative de créer une coordination de jeunes en Afrique et de jeunes du CADTM. Et on a fait une formation en 2022, en novembre 2022, avec la participation de 8 pays, enfin, jeunes qui sont venus de 8 pays de l'Afrique subsaharienne. Et j'aimerais bien pour vous proposer de rentrer directement en contact avec cette coordination et que vous continuez les échanges, et ça serait beaucoup plus important au niveau politique. Merci. S'il vous plaît, des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Des questions, s'il vous plaît. C'est juste une question, voilà. C'est que peut-être une petite suggestion. J'aurais voulu vous organiser encore un peu plus et que vous puissiez au moins avoir une coordination. Et avant de venir parler du moment que vous êtes une association ou jamais je ne sais quoi, donc dire que toi tu vas parler de ça, voilà comment ça se structure. Mais tantôt j'ai entendu la première dire que bon, le panafricanisme, c'est ce qui se passe au Mali, parce que tout simplement ils se sont dit voilà, aux Français de quitter Bagram, donc il n'y a plus de Français, mais il y a les soviétiques qui sont là-bas. Okay, mais la question c'est qui, monsieur? Je vais venir à la question, parce que c'est important ce que je dis. Et la Russie est là-bas, donc il n'y a pas de panafricanisme du moment qu'ils sont toujours là. Ce qui est important, c'est pas de l'europhobie ni de la francophobie, le panafricanisme. C'est un courant de pensée, c'est des idées. Mais aussi, les idées étaient là, et il a évoqué tantôt, il a bien dit en essayant de rectifier ce qu'il a dit tantôt, j'ai failli répondre, donc pour dire que ça a démarré depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, vous prenez la relève, mais il faut s'organiser, essayer de voir des repères, pour pouvoir maintenant repartir et changer la donne. Mais le panafricanisme est là, mais il ne s'agit pas non plus de rompre avec les Européens et les autres. On n'a pas dit ça. Voilà, vous ne l'avez pas dit, mais c'est tout comme quand on dit que bon, la France est partie. Donc le Mali maintenant, le panafricanisme, c'est loin d'être le cas. Donc il faut s'organiser, préparer la relève pour enfin qu'il va arriver à ce résultat-là. Merci beaucoup. Je suis vraiment sincèrement désolé, je comprends que le débat soit super intéressant et qu'il y ait beaucoup de réflexions à avoir. Je vous invite vraiment à prendre le temps juste après, mais là il faut qu'on prépare la salle parce que sinon on va clairement pas être dans les temps. Et je me rends compte que c'est un peu grossier, je vous demande pardon, mais il faut vraiment clôturer maintenant. Je te laisse le dernier mot, Max. Ok, merci à tout le monde. On n'est pas dans l'organisation radicale, je tiens à le dire, on est une organisation réfléchie par rapport aux enjeux actuels. On va remercier pour l'écoute et n'hésitez pas à venir nous aborder sans problème. Merci.